La transition entre le secondaire et le cégep, c'est une étape vraiment importante dans la vie d'un étudiant. Bonjour, mon nom est Frédéric Ouellette et bienvenue à Chronique, un balado réalisé grâce à la participation conjointe des étudiants des programmes Intégration multimédia ainsi que Documentation, Gestion de l'information et des archives. Dans cet épisode, nous discuterons de pédagogie de première session avec nos expertes invités, Karine Leblanc et Amélie Saint-Arnaud, conseillères pédagogiques au Cégep de l'Outaouais. Si vous voulez en savoir plus sur cette étape importante dans la vie des étudiants du Cégep, restez à l'écoute. Karine Leblanc, bonjour. Bonjour Frédéric. Amélie Saint-Arnaud, bonjour. Bonjour Frédéric. Merci d'avoir accepté notre invitation à venir discuter de la pédagogie de première session avec nous. Ma première question, je vais la poser pour toi, Karine. Qu'est-ce que la pédagogie de première session, puis pourquoi c'est important? D'emblée, je dirais que la pédagogie de première session, c'est d'assurer une transition efficace et douce pour nos étudiants qui proviennent surtout du secondaire, mais potentiellement de d'autres univers. Et c'est d'adapter notre enseignement et notre pédagogie pour outiller les étudiants à développer des stratégies d'apprentissage efficaces et apprendre leur métier d'étudiant. Merci. Je te poserai la même question à Amélie, ton point de vue. En fait, pour compléter ce que ma collègue vient de mentionner, donc c'est également l'objectif premier aussi, c'est d'amenuiser, je dirais, le choc de ce passage entre le secondaire et le collégial. Donc, évidemment, le choc, tout le monde va en avoir un. Tous les élèves qui partent du secondaire sans venir au collégial vont avoir un choc. Pour certains, ça va être positif, donc ils vont développer une grande autonomie puis ils vont être contents. Pour certains, ça va être une portion plus négative. Donc, ils vont se rendre compte que, peut-être que les objectifs sont plus grands que ce qu'ils avaient espéré. Peut-être qu'ils vont se rendre compte que certaines facettes de leur métier étudiant, que ce soit la prise de notes, la gestion du temps, la gestion du stress, sont à développer. Oui. Quand on parle de transition secondaire cégep, on parle d'étudiants qui viennent du secondaire, qui sont souvent jeunes, mais on parle de pédagogie de première session. Moi, ça me disait... Quelqu'un qui arrive au cégep, c'est sa première session à vie au cégep. Donc, c'est pas tout le monde qui a un parcours où ils passent directement du secondaire au cégep. Il y en a qui vont sur le marché du travail. Est-ce qu'on peut les inclure dans la pédagogie de première session? Ces personnes-là qui vont peut-être des fois être plus âgées, avoir quand même une certaine expérience de la vie là, quand ils arrivent au cégep. Ils n'ont pas connu ça. Oui, tout à fait. Tu sais, quand on parle de pédagogie de la première session, on pense spontanément à nos étudiants qui proviennent du secondaire, mais effectivement, le passage ou entre l'entrée au cégep amène un lot de défis. C'est un énorme besoin d'adaptation. Puis on voit aussi que les adultes, les étudiants adultes ou ceux qui ont pris des pauses d'études ont aussi ce besoin-là d'être accompagnés dans le début de leurs études. Donc les retours aux études, les adultes plus âgés qui ont peut-être manqué certains avancements technologiques et pour qui l'adaptation est très, très, très difficile. Parfois, ces gens-là, ces nouveaux étudiants-là sont aussi des gens qui ont peut-être pas un rapport très, très positif avec leurs études au secondaire. Donc on doit les aider à se réconforter avec les études et reprendre cette envie-là. Donc oui, effectivement, la pédagogie de première session s'adresse à tout le monde et autant à ceux qui vivent des défis, comme tu mentionnais, Amélie. Généralement, l'adaptation se passe bien. Pour eux aussi, là, les stratégies seront bénéfiques très certainement. Là. Ça m'amène à me poser une question. Est-ce que c'est automatique qu'on passe du secondaire au cégep puis qu'on va rencontrer tous ces défis-là? Est-ce que ça se peut que moi, si j'ai 2 frères aînés qui sont passés au cégep avant moi, ça va m'aider à me préparer ou je vais quand même sûrement vivre un choc? Parce que c'est quand même une bonne différence entre la prise en main d'un étudiant au secondaire puis au cégep. Je te dirais que le plus grand défi, puis ma collègue Karine l'a mentionné, c'est vraiment l'adaptation. Lorsque les étudiants, les étudiantes arrivent au cégep, peu importe leur âge, peu importe leur provenance, peu importe leur école, qu'elle soit publique ou privée, l'adaptation est vraiment le plus gros changement, le plus gros défi. Là, ils vont se rendre compte que rendus au collégial, ils ont un horaire qui est allégé, qui est troué en fait. Donc, ils n'ont pas des cours comme au secondaire, 4 cours dans la même journée, voire 5. Il y a une plus grande liberté due aux pauses qui sont insérées entre les cours. La charge de travail à la suite d'un cours, elle est plus grande. Ils vont devoir développer une plus grande autonomie également. Donc, c'est eux qui sont vraiment maîtres de leurs apprentissages. Tantôt, ma collègue faisait référence au métier étudiant. Donc, c'est vraiment des modes de fonctionnement à développer. Donc, même si, dans l'exemple que tu as mentionné, l'étudiant arrive puis il y a des frères ou sœurs aînés, oui, ils vont pouvoir lui donner des petits conseils, mais il reste que, à la base,
C'est vraiment lui ou elle qui va devoir mettre l'épaule à la roue, puis avancer, puis s'investir dans ses études. Là, on parlait beaucoup d'une grande adaptation, mais il y a aussi tout ce qui est la gestion du temps. Évidemment, il arrive au collégial, il y en a qui vont travailler, donc augmenter leurs heures de travail, donc concilier travail, études, famille, entraînement, amis, vie amoureuse également. Donc, toute cette gestion prend du temps, donc il faut vraiment compartimenter puis arriver à mettre les études collégiales de l'avant. Tout ce qui est gestion du stress, donc c'est une nouveauté. Donc, lorsqu'ils arrivent, il y a beaucoup d'inconnus. Donc, ça, pour certains, déjà là, ça va créer du stress. Et puis pour d'autres, ça va être ce que nous, on appelle également l'anxiété de performance, qui va être liée à l'admission dans un programme universitaire qui peut être contingenté. Donc tous ces défis-là, malgré le fait qu'on aurait un frère ou une sœur ou des amis qui sont passés par là, je pense qu'il faut le vivre, il faut apprendre à dompter ces défis-là puis à s'adapter à la réalité. Puis je me permettrais d'ajouter quand même que, effectivement, comme tu le mentionnais plus tôt, Frédéric, les étudiants de première génération, donc ceux qui ne sont pas issus de familles qui ont effectué des études collégiales, il est démontré qu'ils ont parfois plus de difficultés parce que le réseau de soutien n'est pas le même. Donc, en ayant une famille qui a passé par les mêmes étapes, qui a une connaissance ou une conscience de ce que sont les études collégiales, ça pourrait là, effectivement faciliter cette transition-là. Mais ces gens-là peuvent quand même rencontrer des difficultés. Donc, il y a quelque chose de très important que vous venez de mentionner, c'est le métier étudiant. Donc, au fond, on apprend à être étudiant. Puis, je me demandais, est-ce que c'est pas rajouter un défi? M. Amélie vient de nommer plein de défis que les étudiants rencontrent. Donc, là, je me mets à la place d'un étudiant qui, par exemple, est en inhalothérapie, qui apprend plein de choses intéressantes dans sa première session, mais il doit aussi apprendre à être étudiant. Comment qu'on fait pour l'aider, cet étudiant-là, à apprendre à être étudiant le plus efficacement possible? Bien, d'abord, j'aurais envie de proposer aux enseignants l'important, c'est d'être conscient de ça, de ces défis-là que les étudiants vivent. Je pense qu'en étant conscient des chocs qu'ils vont vivre, des inquiétudes, de l'inconnu à laquelle ils font face, ça nous permet justement d'adapter tranquillement, pas vite, notre enseignement et donc de leur enseigner leur métier d'étudiant. Le métier d'étudiant au cégep n'est pas le même que le rôle au secondaire où les enseignants prennent davantage en charge leurs élèves en classe. Donc, ils étaient élèves, ils deviennent étudiants, ils étudient, donc ils sont responsables de leur réussite. Et donc, le métier d'étudiant comporte là, tout plein d'aspects nouveaux pour eux, dont organiser, tu le disais tantôt, Amélie, organiser eux-mêmes leur temps, la gestion de leur temps, l'espace-temps, pour bien planifier leurs études, pour bien effectuer leurs travaux, respecter les échéanciers, ces choses-là. Et donc, on ne peut pas prétendre qu'ils le savent comment faire cette organisation-là. Donc, il faut leur enseigner. On entend des fois, les premières années, les étudiants sont tellement plus autonomes, ils manquent de débrouillardise, ils sont pas curieux, alors que ce sont des choses qui s'enseignent. Alors, on va leur montrer clairement ce à quoi on s'attend au niveau de la responsabilisation et de l'autonomie et tout ça. Donc, c'est important de bien les connaître, donc reconnaître qu'ils vivent des défis, mais aussi de s'intéresser à eux, de les écouter, de bien les connaître, parce qu'ils ont souvent les mots pour nous exprimer les défis qu'ils vivent, alors il ne faut pas les ignorer. Bien connaître leurs besoins, qui ils sont, s'intéresser à eux aussi permet un meilleur engagement de leur part, hein, puis quand on est mieux engagé, plus motivé et plus à l'aise dans une classe, on risque d'être un peu plus fort, en tout cas un peu plus d'attaque là, vis-à-vis les défis. Donc, on peut aussi évidemment les aider, les accompagner dans le développement de stratégies d'organisation de temps, comme je mentionnais. C'est un bon investissement pour un enseignant de prendre une pause en classe et de leur permettre de mettre en place des stratégies d'organisation de temps. Donc, revenir sur les notions de base d'un agenda, la prise de notes. Au moment de la présentation d'un plan de cours, par exemple, leur laisser le temps d'indiquer dans leur agenda les dates butoirs qui seront à prévoir, leur donner des astuces dans ce sens-là. Même, pourquoi pas, les aider à partager entre eux leur meilleure stratégie d'organisation de temps. Ça pourrait aider certains. Ce serait une belle stratégie aussi. Donc, cette responsabilité-là, cette prise d'autonomie-là, faut l'enseigner, bien évidemment. Puis, une façon de faire aussi, c'est peut-être de revoir le rythme de l'enseignement en première session. On a
des cursus très chargés, effectivement. On veut donc enseigner du contenu intéressant, on veut aller le plus loin possible dans l'enseignement des compétences, mais ça vaut la peine aussi de réduire le rythme et de donner certaines pauses cognitives à nos étudiants qui arrivent dans les premières semaines et qui sont surchargés de nouvelles informations, de nouveaux concepts. Alors, ralentir serait une bonne stratégie aussi. Oui, donc... les principes de base, bien évidemment, là, mais qui peuvent donner un coup de pouce aux étudiants. Puis, si je peux me permettre, je ferai du pouce sur ce que Karine vient de dire. Puis je fais également un lien avec la première question que tu m'as posée. Donc, j'ai nommé que certains étudiants, ils vont vivre un choc. Mm-hmm. Ceux qui avaient, les élèves au secondaire qui avaient déjà développé ou débuté, qui avaient déjà développé des stratégies, que ce soit des stratégies d'études, pour ceux-là, la marge va être un peu moins grande parce qu'ils ont déjà des acquis. Donc, ils ont déjà développé des moyens, ils ont trouvé des façons de faire pour les aider. Donc, ce qui va arriver, c'est que rendus au collégial, ils vont juste parfaire leur méthodologie, tandis que les autres vont avoir à l'apprendre. Puis, quand on parle de choc, mais c'est un choc qui va être ce qu'on souhaite tout en douceur, dans le sens où l'élève, tantôt tu nommais apprendre le métier étudiant, mais ça va se faire en salle de classe avec les enseignants. Tu sais, je pense que les enseignants arrivent puis ils ont une bienveillance envers les étudiants. Donc, c'est de leur donner des petits trucs, mais c'est aussi aux étudiants d'écouter les trucs et de les mettre en pratique. Donc, c'est ça, l'apprentissage du métier étudiant. Tu as beau entendre des stratégies, encore faut-il les appliquer. Puis, c'est un apprentissage qui se fait au fur et à mesure des semaines et des sessions. Puis peut-être même on exige de plus en plus d'autonomie à nos étudiants, mais le faire de façon graduelle. Peut-être pas exiger de leur part une grande responsabilisation à la semaine 1, 2, 3, donc aller la théorie des petits pas, si je peux dire, et les amener vers cette autonomie-là. Et ce sera les meilleures armes qu'ils auront pour poursuivre leurs études et les réussir par la suite. Donc si je vous entends bien, au fond, c'est vraiment de cesser de penser que l'étudiant qui arrive au cégep doit être autonome tout de suite en partant, parce que là, t'es plus au secondaire, mon jeune ami, maintenant t'es au cégep, tu dois être très responsable, etc. Puis de penser que ça se développe pas nécessairement le premier jour, là, tu franchis la porte du cégep, boum, je deviens autonome, ça serait trop beau. Donc, c'est de prendre la peine de consacrer du temps à ça, dans son enseignement, dans sa planification pour aider nos étudiants, parce qu'au fond, ça, on leur enseigne à devenir des bons étudiants, vont avoir des répercussions positives là, aussi dans nos classes. Là. Donc, je rajouterais, par exemple, pour un enseignant qui dirait « Ah, mais je sais pas nécessairement comment faire ça, j'ai peur que ça alourdisse ma tâche », pas lui dire qu'il est pas seul là-dedans au cégep. Là. Il y a des ressources, il y a de l'aide là, pour l'enseignant. Là. Bien, tout à fait. Il y a de l'aide qui peut être offerte, puis ne serait-ce que ses propres collègues. Donc en que ce soit en département ou en comité de programme. Donc, discuter avec ses collègues, dire « Hey, regarde, je vis telle situation, comment tu t'y es pris? » Pour moi, là, la pédagogie de première session, je compare ça, puis c'est comme un enfant. Dans le sens qu'un enfant, là, tu vas lui montrer comment lasser ses chaussures pour qu'il soit capable de le faire par lui-même et se mettre à courir. Donc, c'est la même chose avec un étudiant. On va lui montrer pour qu'il devienne autonome et qu'il puisse vivre des réussites. Et pour l'enseignant, c'est aussi gratifiant. Tu sais, t'en ressens une fierté. Tu dis, je sais pas trop comment m'y prendre. Je vais y aller de cette façon-là. Puis c'est un peu la méthode du tâton également, là. C'est-à-dire qu'on essaie une chose, oups, on peaufine, puis on améliore, puis après ça, on voit l'évolution des étudiants et des étudiantes dans nos classes. Puis je pense qu'au bout de la ligne, c'est gratifiant et ça devient payant pour l'enseignant. Donc, oui, avoir une certaine réserve, même dire comment je vais m'y prendre, ça va alourdir ma tâche. Oui, ça peut ressembler à ça, mais moi, je me dis, si on repart à la base, le but, c'est de les prendre au point A, les faire cheminer vers le point B. Il y en a qui sont déjà à mi-chemin entre le A et le B. Tant mieux pour eux autres. Mais il y en a qui partent vraiment de plus loin. Donc, je sais pas si c'était ça un peu ta situation. Puis, il y a de l'aide aussi. J'ajouterais peut-être pas pour un enseignant de se dire que je suis le seul responsable là, dans mon programme là, puis de partager. Puis dans mon cours X, je vais voir telle chose aujourd'hui avec puis à la semaine 2, un autre prof pourrait proposer de... Mais je suis d'accord avec toi, Frédéric.
on le sait très bien, là, quand c'est l'affaire de tout le monde, ça devient l'affaire de personne. Donc, une des pratiques les plus gagnantes, c'est justement d'avoir des stratégies là, bien harmonisées. Donc, ça ne se passe pas seulement dans le cours de l'enseignant, lui uniquement. Des discussions devraient avoir lieu en département, en comité de programme même. Alors, si chacun des enseignants met des efforts dans ses cours, puis ont une vision là similaire de cette pédagogie de première session-là, évidemment que ça va faciliter cette transition-là. Et probablement que les étudiants vont gagner de l'autonomie plus rapidement que si ça appartient à un seul enseignant de prendre ça en charge, là, je dirais. Parfait. Puisque c'est dans l'air du temps, on entend parler de ChatGPT un petit peu partout. Je suis allé pour un peu à la blague au départ, mais j'ai trouvé que les réponses de ChatGPT n'étaient pas si bêtes que ça. Donc, j'ai demandé comment assurer une bonne transition secondaire, collégiale à nos étudiants. Je vous fais part de ces suggestions, puis je vous demande qu'est-ce que ça vous inspire, au fond. Donc, première suggestion de ChatGPT, offrir des activités d'orientation. Alors oui, on entend souvent parler de la fameuse approche orientante qu'on préconise tant. Alors, dans la pédagogie de première session, on va tenter de mettre en place là, justement cette approche orientante-là. Quand l'étudiant peut se visualiser dans son avenir, peut s'accrocher à un futur métier ou du moins là, sentir que ça fait sens, les cours dans lesquels il est inscrit, il sera beaucoup plus motivé dans ses études. Et puis, la motivation, vous le savez aussi, c'est un puissant facteur de réussite. Alors, cette approche orientante-là, ça peut se manifester par les étudiants pourraient, par exemple, avoir des activités d'apprentissage comme des enquêtes auprès des professionnels du milieu dans lequel il étudie. Il pourrait avoir des situations, des activités là qui mettent en place des situations d'apprentissage très, très, très authentiques. Donc, l'étudiant va être dans une visée là, plus réaliste du programme dans lequel il étudie. Et puis, c'est une autre façon là, d'amoindrir le choc. Effectivement, c'est s'identifier. Permettre à l'étudiant de se projeter dans le métier. C'est sûr que dans les techniques, c'est peut-être un peu plus facile dans le sens où je m'inscris, par exemple, en technique d'hygiène dentaire, mais évidemment, je vais devenir hygiéniste dentaire. Donc, le pont, il est facile, il y a des stages, il y a des exemples qui sont donnés, mais quand on parle de cours de programmes préuniversitaires, que ce soit, par exemple, en sciences humaines, ou là, dans le cours de sociologie, on fait des liens avec voici ce que tu pourrais faire éventuellement comme métier, voici des grands penseurs, voici des grands personnages qui ont marqué le monde. Puis tu fais, OK, oui, je m'identifie et je me projette là-dedans. Donc, le programme dans lequel l'étudiant va être inscrit, ce sera parfait. Mais s'il se rend compte, peu importe qu'ils soient inscrits en préuniversitaire ou en technique, que, oups, c'est peut-être pas ce à quoi ils pensaient. Donc là, à ce moment-là, au cégep, on a également des conseillères d'orientation qui vont pouvoir rencontrer ces étudiants-là et valider avec eux quel serait un meilleur choix un domaine d'études qui conviendrait plus à leur personnalité. Donc oui, pas hésiter à consulter nos excellentes conseillères d'orientation au cégep. L'autre piste de solution de ChatGPT, au fond, qui est allé fouiller sur le web auprès de gens brillants comme vous, puis il a pris vos affaires, puis il fait juste me les redonner, mais fournir des ressources d'apprentissage. Oui, en fait, fournir des ressources. Au cégep, il y a déjà du tutorat et du jumelage qui est effectué. Je veux dire, notamment dans les techniques. Donc, souvent, on va jumeler un étudiant de première année avec un étudiant de troisième année. Donc, pour justement aider au niveau d'apprentissage puis consolider les apprentissages. Il y a également des centres d'aide qui existent au cégep. Il y en a en français, en philosophie, en maths, en sciences. Et j'en oublie parce qu'il y en a quand même une belle panoplie, une belle brochette de centres d'aide. Il y a également ce qu'on appelle, qui a été mis sur pied cette année, c'est le GPS. Donc, c'est vraiment le bureau pour les étudiants de première année qui sert un peu de boussole ou d'orientation dans le sens où l'étudiant qui se retrouve avec une problématique dès le début de la session, il dit, je sais pas où est mon local, je sais pas où est situé mon casier, j'ai besoin de rencontrer j'ai un problème personnel, donc qui je peux rencontrer, parce que oui, on a des mesures d'aide pour ça, donc on a un travail social, psychologue. Donc, cette personne-là va faire le pont entre
le besoin de l'étudiant et le service qu'on peut lui offrir. Puis il y a également aussi une plus grande population qui arrive avec des mesures d'aide ou des plans d'aide. Donc on a également un service de soutien à l'adaptation scolaire. Donc comment prendre rendez-vous avec ces professionnels-là. Donc, la personne au GPS, qui est une aide pédagogique, va pouvoir également les aider. Puis, leur bureau, donc il y en a un par campus, il y a chacun un local. Puis, il y a également, lors de la rentrée, à la cafétéria, il va y avoir une petite table, donc c'est quand même très bien identifié. Mm-hmm. Donc, les étudiants ne se gênent pas pour pouvoir s'y rendre. Et parallèlement à ça, donc, il y a quelque chose pour les étudiants, mais pour les enseignants également. On est en train de mettre quelque chose sur pied qu'on appelle le radar. Donc, vraiment aider les profs en salle de classe. Donc, lorsqu'ils sont... Parce que les enseignants, ce sont la porte d'entrée. C'est eux les premiers contacts avec les étudiants. Ce sont les yeux du cégep. Donc, s'ils se rendent compte que, il y a peut-être un élève qui est en difficulté, qui est pris pour certaines difficultés, évidemment, l'enseignant va rencontrer l'étudiant, va peut-être lui poser des questions. Et si il se sent apte à répondre parfait, il n'y a pas de problème. Mais s'il dit, ça va au-delà de ma connaissance, bien là, à ce moment-là, il va pouvoir, c'est un co-formulaire, donc effectuer une référence au radar qui est prise en compte par une aide pédagogique qui va aussi effectuer le relais avec la bonne personne, le bon professionnel. À suivre très bientôt. Je trouve ça vraiment important, intéressant, ce que vous avez mentionné là, comme le GPS. Là. On sait qu'il y a des étudiants en classe, par exemple, ça leur prend pas beaucoup de situations où ils rencontrent des difficultés, où ils vivent de petits échecs, peut-être avant qu'ils se mettent à douter puis à penser que je suis pas bon dans cette matière ou quelque chose. Donc, on sait que ça peut être vrai aussi pour le métier d'étudiant. Là. Ça prend pas grand-chose avant que l'étudiant peut-être se mette à se dire « le cégep, c'est peut-être trop gros pour moi, je suis tout perdu. » C'est sûr, puis le GPS va pouvoir aussi aider, donc la personne va pouvoir donner des ateliers, ça peut être, privé ou personnalisé, que ça peut être en gestion du temps, parce que parfois l'enseignant a beau en parlant en salle de classe, mais il y a des étudiants qui disent « oui, mais c'est peut-être trop vague » ou l'enseignant n'a peut-être pas nécessairement le temps pour tout expliquer. Donc, l'étudiant peut aller rencontrer la personne au GPS qui va voir avec lui où il est, donc toujours prendre à la place du point A vers le conduire vers le point B. Donc, ce soit au niveau de la gestion du temps, organiser, aider l'étudiant à s'organiser. Donc, c'est aussi une belle façon. Là, je sais que ma collègue Karine voulait renchérir. Non, mais j'allais mentionner également que la réussite de la première session, elle est vraiment déterminante sur la réussite et la diplomation là, oui. Dans les programmes d'études au collégial. Donc, de vraiment aider à cette réussite-là, ça va permettre à l'étudiant d'aller au bout de son projet d'éducation. Ça va lui permettre de rester dans nos murs. Et donc, si des mesures de soutien comme le GPS, le radar et plein d'autres permettent de retirer certains obstacles puis de faciliter la réussite, on a de meilleures chances de garder nos étudiants dans nos murs et de leur permettre une diplomation puis un avenir prometteur aussi. Là. Ça vaut le coup. Une autre solution, ChatGPT, encourager l'implication étudiante. Ben ça, effectivement, au cégep, il y a une panoplie. Donc, il y a beaucoup. Donc, c'est vraiment divisé, je veux dire, en deux sections. Il y a vraiment tout ce qui est les activités parascolaires, donc au niveau sportif. Donc, quasiment tous les sports, ils sont... on y retrouve tous les sports, donc avec l'équipe des Griffons. Et il y a également un côté culturel, donc tout ce qu'on en lien avec que ce soit le théâtre, que ce soit l'improvisation avec les crinqués, que ce soit cégep en spectacle. Donc, je pense qu'au cégep, il y en a pour tous les goûts. Donc, pour aider le parascolaire à être grandement, donc à poursuivre ou à être une motivation qui permet également, qui a un impact direct, avec la poursuite des études collégiales. Donc, des fois, les cours, on se dit, OK, j'aime ça, mais le fait de s'impliquer dans une vie étudiante active, ben ça fait en sorte que on a un plus grand intérêt à venir au cégep, à rester au cégep, à être dans les murs, à connaître son cégep et à s'impliquer. Puis, c'est motivant, davantage motivant pour les étudiants. C'est également une occasion pour eux là, de développer un réseau social, de se faire des amis, s'identifier à leur milieu. Hein. Tu as raison, Amélie, là, quand tu dis que les étudiants impliqués restent dans nos murs, donc font leurs travaux scolaires ici, ont envie de s'impliquer davantage. Donc, tout ça, c'est gage de réussite, là, bien évidemment. Oui, donc on peut peut-être vivre des difficultés au départ, à découvrir c'est quoi être étudiant au cégep, avoir peut-être des difficultés en classe un peu, mais on se raccroche à cet aspect-là.
Parfait. On peut réussir, on peut vivre des succès puis se réaliser autrement aussi qu'avec des notes scolaires. Hein, et donc ça peut être un moteur aussi de motivation pour eux. Exact. Rapidement, une dernière solution de ChatGPT, établir des attentes claires. Donc, je pense au point de vue académique, comportemental peut-être. Oui, puis on aura envie de dire comme enseignant que c'est un peu une règle de base, mais des fois, on l'oublie dans l'enthousiasme de l'enseignement. Donc, dès le départ, là, l'étudiant, dès les premières semaines, doit savoir à quoi s'attendre comme de la part de l'enseignant. C'est quoi les exigences, bien évidemment. Une façon de le faire, c'est, si on parle des travaux, hein, des exigences par rapport aux travaux, aux examens, aux études, bien, je dirais de fournir des exemples clairs de la qualité des travaux qui sont attendus. Donc, la rigueur pour un enseignant du cégep n'est peut-être pas la même rigueur ou la définition de la rigueur chez les étudiants qui arrivent du secondaire. Alors, fournir des exemples concrets de ce à quoi on s'attend. Leur permettre l'erreur aussi. Tu sais, là, on parle d'attente claire, bien évidemment, mais donner l'occasion à l'étudiant de s'amender, de pouvoir faire des erreurs, de leur fournir la rétroaction, avec peut-être de façon plus claire c'est quoi nos attentes. Donc, l'étudiant pourra se corriger et mieux répondre là, justement à nos exigences. Il faudrait, une chose importante aussi là, à laquelle je pense, mais harmoniser encore une fois nos pratiques départementales, programmes. Si par exemple un guide méthodologique est exigé différent dans chaque cours, ça peut apporter beaucoup de confusion chez l'étudiant. Donc, il pourrait être un peu mélangé, un peu étourdi. Donc, les attentes dans mon département sont pas tout à fait claires. Donc, c'est moins évident aussi pour lui. Donc, essayer d'harmoniser ces pratiques-là pour éviter la confusion là, auprès d'eux. Merci. Je vous laisse la chance, chacune, d'avoir un petit mot de la fin. Si jamais vous trouvez qu'il y a quelque chose qu'on aurait dû dire puis qu'on n'a pas dit, que j'ai mauvais animateur, n'a pas posé la question. Je vous laisse la chance. Amélie, d'abord. Moi, je voulais dire que, tout d'abord, je souhaite la bienvenue au cégep à tous ces nouveaux ou ces futurs étudiants et étudiantes-là, peu importe leur horizon. Et puis, qu'ils sachent que, oui, c'est normal d'avoir des craintes, des peurs, des appréhensions, mais il y a une équipe qui sont là puis qui est prête à travailler avec eux, que ce soit les premiers agents là, ça va être leurs enseignants. Donc qui n'hésitent pas à les poser des questions à leurs profs, peu importe la question. Des fois on est gêné, on se dit ma question, je pense que c'est une question de nounoun. Non, il n'y a pas de question de nounoun. Donc on est mieux de régler la situation dès le départ puis d'avoir une bonne réponse pour pouvoir par la suite poursuivre. Et puis si jamais il y a un petit pépin, tu sais, tantôt ma collègue a parlé on peut avoir on n'est pas parfait nécessairement du premier coup. Donc, si jamais il y a des cours qui sont échoués, une autre personne qui serait importante pour tous ces futurs étudiants et étudiantes-là, ce sont vraiment les aides pédagogiques individuelles qui vont regarder, qui vont travailler avec le cheminement de l'étudiant. Donc, parfois, on pense qu'on a une montagne, qu'on a une grosse problématique, puis là, on arrive dans le bureau de l'aide pédagogique, puis elle dit, ben regarde, voici les solutions que je te propose, puis ils ressortent en se disant, oh mon Dieu, je voyais ça comme une grosse bête, puis finalement, c'était rien du tout, effectivement. Donc, le but au cégep, c'est, oui, il y a des difficultés, oui, il y a des défis qu'ils vont rencontrer, puis peu importe à quel niveau ils vont se trouver, mais il y a toujours quelqu'un qui va être là pour essayer d'amenuiser, de dire, regarde, ça va être correct, on va trouver le bon filon, la bonne façon de faire pour que tu puisses poursuivre ton programme et éventuellement obtenir ton diplôme. Puis ça se peut aussi qu'ils se rendent compte que, une collégiale, c'est pas fait pour moi. Donc, en rencontrant une conseillère d'orientation, on va peut-être dire, finalement, je vais aller vers le DEP ou une autre formation comme en massothérapie, par exemple. Donc, il n'y a aucun problème. Le but, c'est de trouver sa voie et de pouvoir passer au travers puis atteindre son objectif. Très bien dit. Je suis tout à fait d'accord avec ma collègue Amélie, alors je ne vais pas répéter. Mais je rajouterais peut-être une chose, c'est que la pédagogie, là, de première session pour certains enseignants et enseignantes, ça peut être vu comme quelque chose de complexe. J'espère que le balado aura permis de démystifier ça un peu puis de réaliser que la pédagogie de première session peut se faire sans trop de tracas ou sans trop de changements à sa pédagogie. Donc, comme on le dit aux étudiants, je dirais aux enseignants également d'y aller avec la théorie des petits pas. Des petits changements peuvent faire une grosse différence. Et de se rappeler que finalement, la pédagogie de première session, ça se termine pas en décembre à la première session, hein. Ça peut se poursuivre par la suite. Et ces belles pratiques-là peuvent justement être réinvesties là, jusqu'à la fin des études et je pense que ça peut être encore une fois assez gagnant. Et je souhaite aussi aux étudiants qui
qui amorcent la grande aventure du collégial. Là, je leur souhaite beaucoup de succès et je leur souhaite de s'épanouir dans cette aventure-là. Amélie Saint-Arnaud, Karine Leblanc, merci beaucoup. Comme on l'a pu le constater, la pédagogie de première session, c'est l'affaire de tous. Pas seulement une préoccupation que nos nouveaux étudiants doivent avoir, mais c'est vraiment l'affaire de tous.